Histoire vivante, proposée par Irène Chaland et Jean Leclerc. Une catastrophe dont on ignore encore si elle est accidentelle ou si elle est due à un attentat terroriste. Cette semaine, le réseau. J'ai travaillé avec des unités spéciales américaines, anglaises, françaises et belges. Une guerre froide, des armées secrètes. Pour déstabiliser l'État. Retour sur Gladio. Il s'agissait de créer des tensions politiques à l'intérieur des pays de l'OTAN. C'est une des organisations les plus secrètes qui ait jamais existé. Qui a commis ces actes de terrorisme. Robert a donné des cours de placement d'explosifs dans les cages d'escalier. Mais que les services secrets se soient rendus complices ou pire commanditaires d'attentats, voilà qui choque par-dessus tout les Italiens. Les violences gauchistes et fascistes. Cette organisation était absolument secrète. En Suisse, la P26 est le nom de code de cette armée secrète. Donc j'ai fait partie de cette organisation qui s'est appelée P26. Une partie des autorités suisses a toujours su que cette structure existait. Les services secrets militaires américains. Nous n'allons même pas vous dire ce que vous devez faire, car nous considérons que vous le savez déjà. Comment relier des attentats se déroulant en Italie, en Allemagne, avec un putsch pendant la guerre d'Algérie, ou encore des attaques meurtrières dans des supermarchés en Belgique? Les armées secrètes, mises en place en Europe de l'Ouest par les États-Unis et la Grande-Bretagne à la fin de la Seconde Guerre mondiale et dirigées par l'OTAN, ont-elles vraiment existé? C'est la question qu'a voulu poser le réalisateur Emmanuel Amara, je le cite. C'est en travaillant sur l'assassinat d'Aldo Moro, un film que j'avais réalisé pour France 5, que je suis tombé sur un pan occulté de l'histoire récente de l'Europe, les armées secrètes de l'OTAN. Des armées secrètes agissant apparemment en toute opacité dans l'ensemble des pays démocratiques européens. Voilà le nouveau sujet d'Histoire vivante. Du début des années 50 à la fin des années 80, pendant la guerre froide, l'Europe a été le théâtre d'une guerre secrète. On a beaucoup parlé du terrorisme d'extrême gauche en Italie, en Allemagne, en France et en Belgique. Ce que l'on ne savait pas, c'est qu'il y a eu un terrorisme d'extrême droite tout aussi violent. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il a notamment été instrumentalisé par les États-Unis, l'OTAN et des membres influents des États démocratiques européens. Le 24 octobre 1990, devant les élus de la nation italienne, Giulio Andreotti, l'ancien chef de gouvernement, révèle au monde entier l'existence d'une armée secrète européenne placée sous commandement de l'OTAN et des États-Unis. Cette armée serait responsable de manipulations, d'assassinats et d'attentats. Selon Andreotti, l'armée secrète agissait avec l'approbation des États, ou du moins d'une partie des élites gouvernantes. En révélant ainsi l'existence de ce réseau d'agents, il déclenche l'un des plus gros scandales politico-militaires de la fin du XXe siècle. L'histoire des armées secrètes débute à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une nouvelle menace se précise, celle de l'Union soviétique. C'est le début de la guerre froide. Face à la menace soviétique, l'Europe, avec les États-Unis, se dote d'une alliance militaire. Une dizaine de pays créent l'OTAN en avril 1949. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord installe son siège à Paris. En parallèle, et pour renforcer leur dispositif militaire, l'OTAN et les États-Unis créent dans toute l'Europe une armée secrète appelée Stay Behind, en français, rester derrière. Son objectif est de mener une guerre de résistance à l'intérieur de chaque pays en cas d'invasion soviétique. Un extrait des armées secrètes de l'OTAN, le nouveau documentaire d'Histoire vivante à voir dimanche prochain sur TSR2. Quant à nous, cette semaine, retour sur plusieurs de ces événements autour du fameux réseau Gladio, avec quelques épisodes qui nous conduiront de l'Italie à la Belgique. Avant cela, comme chaque lundi, nos deux entretiens, nous commençons par Gérard Chaliand que nous retrouvons au micro de Jacques Mourican. Avant de plonger dans le propos de Gérard Chaliand, il est nécessaire de donner quelques repères. En effet, vous allez l'entendre jongler avec les présidents américains
pour nous montrer comment, de l'un à l'autre, s'est finalement élaborée une doctrine de politique étrangère qui débouche sur ce que nous connaissons aujourd'hui. Seulement voilà, parmi ces personnages dont nous avons tous entendu parler, on se perd un peu. Petit rappel donc, s'agissant de Thomas Jefferson d'abord, le rédacteur, en 1776 de la Déclaration d'indépendance. Il est né en Virginie, en 1743. C'est un juriste, d'où son goût d'imprégner les textes fondateurs de grands principes. Il est ambassadeur des États-Unis en France au moment de la Révolution française, ce qui, bien sûr, marquera sa vision des choses. Il est président des États-Unis de 1801 à 1809. Accessoirement, on nous dit qu'il était superbe cavalier et excellent danseur, mais ça n'est peut-être pas le sujet. Nous dirons un mot aussi d'Andrew Jackson, personnage très oublié, pourtant président des États-Unis de 1829 à 1837. Il incarne la volonté d'isolationnisme américain. C'est l'homme qui va améliorer le fonctionnement des institutions américaines tout en disant « occupons-nous de nos affaires ». Et puis voici Theodore Roosevelt, j'insiste sur le prénom de Théodore, ça n'est pas celui qui est le plus proche de nous, Franklin Delano, le président pendant la Deuxième Guerre mondiale et un des lointains neveux de celui dont je veux parler. Non, Théodore était vice-président lorsque, en 1901, McKinley est assassiné par un anarchiste et ainsi Theodore Roosevelt devient président des États-Unis. Il sera du reste réélu et dans la galerie de portraits que nous allons feuilleter, il incarne le profil type du président réaliste, impérialiste, voulant sans phare imposer l'intérêt des États-Unis au monde. Le dernier personnage sur lequel il faille ici faire un rappel, c'est Woodrow Wilson, président de 1912 à 1920, qui lance l'idée de Société des Nations, pensant que le monde tout entier pourrait fonctionner avec la sagesse démocratique du système américain, ce qu'il résumera dans une fameuse déclaration en 14 points. Détail significatif, le Congrès américain refusera l'adhésion à cette belle Société des Nations, imaginée par son propre président. Kennedy, Reagan, Nixon, beaucoup d'autres présidents vont défiler dans l'entretien que voici, mais ceux-là, sûrement, vous sont plus familiers. Gérard Chaliand, dans la perspective dans laquelle vous vous situez des différents présidents américains qui se succèdent et qui vont au fond créer, Valence-Nolence, une espèce de doctrine par rapport aux affaires étrangères, la première remarque que vous refaites, c'est que ils ont d'abord cherché à se distancier de l'Europe, qui incarnait des mœurs en matière d'affaires étrangères qui, selon eux, n'étaient pas bonnes. Oui, c'est la marque première de l'Amérique, dès George Washington. Il s'agit de se tenir à l'écart de la politique des Européens qui ne cesse, dans le cadre d'une politique de puissance et d'équilibre de puissance, d'entrer en guerre, de faire des alliances, de recommencer à faire la guerre après une courte interruption pacifique, etc. Donc il s'agit pour les Américains de commencer une histoire neuve. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait déjà les pères fondateurs, les puritains, qui voulaient librement pratiquer leur foi. Et au fond, du point de vue politique, dès que la démocratie américaine est créée, elle est essentiellement fondée sur la tolérance religieuse, sur un certain moralisme protestant et du point de vue économique sur l'échange. C'est une nation marchande. Va ainsi s'élaborer un concept sur lequel il faut peut-être s'attarder, celui de la destinée manifeste. Qu'est-ce qu'on appelle la destinée manifeste ? Alors très tôt, il y a quelque chose qu'on ne peut pas appeler autrement qu'un messianisme, qui fait que les États-Unis s'estiment être élus pour exercer un destin au service de Dieu, bien sûr, mais qui en même temps est celui de la grandeur, celui de la démocratie, celui de la diffusion d'un certain nombre de valeurs, et qu'ils sont chargés, en principe, de diffuser. Non pas d'ailleurs de diffuser à l'échelle du monde comme aujourd'hui, ils commencent de façon plus modeste, mais enfin, leur destinée, elle est affichée dès le début, elle est universelle. En ce sens, finalement, il ressemble d'une part au messianisme juif,
et d'autre part à l'universalisme français qui va lui aussi se proclamer en 1789 comme concernant tous les hommes. Le modèle qu'ils veulent construire, c'est à l'inverse de l'équilibre des forces qui prévaut en Europe, celui de ou bien on a la paix ou bien ça va pas. Oui, c'est-à-dire que ça se construit sur quelque chose d'autocentré. Ils sont protégés par l'océan Atlantique. Très vite, l'Espagne ne joue plus qu'un rôle secondaire. L'Espagne vend la Floride, la France napoléonienne vend la Louisiane. Au fond, ils se retrouvent seuls sur le continent avec un Canada sous-peuplé et puis un Mexique qu'à partir de 1845, ils vont largement affaiblir et amputer d'une partie non négligeable de son territoire, puisqu'il s'agit tout de même, après le Texas, du Colorado, de l'Arizona, du Nouveau-Mexique et de la Californie. Donc, ils se donnent pour un État continental qui, dans son aire, l'hémisphère ouest, désire conserver une totale liberté d'action. Au fond, cette doctrine de Monroe, qui est énoncée en 1823 avec une relative modestie, va être reprise 50 ans plus tard avec beaucoup de force, et Napoléon III, dans son expédition au Mexique, va en sentir les effets. Vous dites que le nœud, c'est 1898, l'expédition à Cuba. Vous faites d'ailleurs remarquer de façon amusante que les grands engagements des États-Unis se sont faits autour de malheurs maritimes. Il faut rappeler qu'en 1898, il y a un bateau à Cuba qui coule, le Maine. Alors, vous peut-être raconter la suite de l'histoire. Oui, ça commence par une sorte de provocation, en définitive, de la même façon qu'en 1964, c'est l'incident du Maddox qui va permettre aux Américains, et particulièrement au président Johnson, de commencer l'escalade aérienne contre le Nord-Vietnam. Il y a une petite note d'humour dans ces éléments de désinformation, de propagande, qui vont toujours servir les États-Unis afin de leur donner le rôle de l'offensé et par la suite, en réponse, celui du justicier, car toutes les guerres américaines se font au nom de la guerre juste et on leur prête en général le nom de croisade, car ce n'est pas M. Bush qui a inventé ce concept de la croisade. En 1941, les Américains partent en croisade, c'est-à-dire qu'ils partent dans une guerre juste pour rétablir l'ordre d'un monde acceptable. Assembled Congress hears the President and his promise to all people fighting aggression. We shall send you in ever-increasing numbers, ships, planes, tanks, guns. That is our purpose and our pledge. We're in the war now, but all through 1941, we were in there on the side of democracy. Gérard Chaliand, vous expliquez, et c'est très intéressant, qu'au fond, leur doctrine en matière de politique étrangère est au croisement d'un certain nombre d'influences, celle du président Wilson, celle du président Theodore Roosevelt, celle de Jackson. J'aimerais que vous nous expliquiez les différents apports des uns et des autres. Il y a les idéalistes, il y a les réalistes. Oui. Il faut commencer en politique, avant même de passer à la politique étrangère, quand même, et rendre hommage aux Américains avec Jefferson. Jefferson était un monsieur obsédé par le pouvoir. Ce qui l'obsédait, c'était qu'on n'abuse pas du pouvoir. Il voulait, lui, au contraire, établir la démocratie sur des bases solides et tenait beaucoup à ce qu'il y ait une séparation de pouvoir entre le législatif, le judiciaire et l'exécutif. Il a beaucoup fait en ce sens. Par la suite, on trouve effectivement en filigrane tout au long de l'histoire américaine, d'une part ce côté moraliste que Carter a très bien symbolisé, disons parmi les présidents que nous avons connus, ou bien des présidents plus martiaux, comme George W. Bush, ou avant lui, d'une certaine façon, Richard Nixon, ou mieux encore, Ronald Reagan, en général d'ailleurs des républicains, et dont le modèle des modèles est Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt, c'est l'homme de la carotte et du bâton, mais plus exactement du big stick. Et au lendemain de la naissance de la République impériale, comme disait Raymond Aron, c'est-à-dire au lendemain de l'expédition à Cuba en 1898
et aux Philippines, il faut aussi ne pas oublier les Philippines, qui fait qu'en définitive, ayant atteint la frontière, c'est-à-dire le Pacifique, les États-Unis ne s'en tiennent pas là. Ils estiment que le bassin des Caraïbes, c'est leur Méditerranée, et d'autre part que le Pacifique Nord, c'est également une aire indispensable, avec Hawaï en son centre, pour garantir la sécurité du commerce et accéder au marché asiatique, c'est-à-dire le Japon ou le Commodore Perry. Un Commodore, c'est un amiral, frappe à la porte du Japon en 1853 en disant « Dites-moi, nous voudrions commercer avec vous, vos portes fermées depuis un siècle et demi, c'est absolument irrecevable ». C'est après ça que le Japon, d'ailleurs, inquiet de l'intrusion des Européens un peu partout en Asie orientale, va se mettre à marche forcée dans un processus de modernisation qui ne s'est jamais arrêté. Et puis, il y a la Chine qui, à cette époque-là, était l'allié, en quelque sorte, où l'Amérique avait une attitude beaucoup plus ouverte, infiniment moins coloniale que les puissances européennes qui rêvaient essentiellement de se partager les concessions portuaires. Oui, alors c'est un point important parce qu'au fond, vous ne cessez d'écrire que, au demeurant, ils essaient à tout moment de se distancier d'une vision colonialiste. Oui, les Américains étaient anticolonialistes. Je dis étaient, c'est pas parce qu'ils le sont devenus, c'est parce que le colonialisme est caduque. Mais on peut dire qu'à la période coloniale, qu'ils auraient d'ailleurs pu pratiquer comme n'importe qui d'autre, la seule colonie qu'ils aient véritablement eue, ce sont les Philippines de 1898 jusqu'à 1945. Pour le reste, leur attitude à l'égard du colonialisme européen a toujours été critique. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un Roosevelt, par exemple, est très opposé aux empires tant britanniques que français. C'est ce qui va d'ailleurs faire qu'il va se retrouver à un moment contre les Japonais, du côté de Ho Chi Minh, dont on sait finalement qu'il est communiste. Mais il était à la fois anti-japonais et anti-français. Donc pourquoi ne pas aider un anticolonialiste ? Jusqu'à ce que, évidemment, la guerre froide arrive et qu'à ce moment-là, les choix deviennent totalement différents. L'Amérique sera aux côtés de ceux qui sont opposés à l'URSS, et même s'il s'agit de dictature. Vous nous avez parlé de celui qui manie le gros bâton, Theodore Roosevelt. Il faut dire quand même un mot de Wilson, le père de la Société des Nations. On parle tellement de l'ONU aujourd'hui. Alors, Wilson, c'est un démocrate. C'est quand même l'homme des 14 points. Qu'est-ce que c'était ces 14 points qu'il a énoncés pendant la Première Guerre mondiale? C'était, en son essence, que les peuples ne doivent pas être dirigés par un gouvernement qui ne les représente pas. Ceci visait essentiellement l'Empire austro-hongrois. C'est-à-dire que l'oppression d'une partie des Polonais, d'une partie des Italiens, des Tchèques, des Slovaques, voire des Hongrois, lui paraissait irrecevable. À cette époque-là, évidemment, sa vision est essentiellement européenne. Il se préoccupe pas de dire c'est irrecevable dans les colonies françaises ou belges ou britanniques. Ça, c'est une idée qui viendra plus tard ou qui est exprimée à ce moment-là par Lénine et les bolcheviks. Mais enfin, c'est une idée non recevable chez les Occidentaux qui, bien sûr, profitent de ce système colonial. Donc, Wilson, c'est un moraliste, c'est quelqu'un qui veut influer sur le cours du monde, mais qui ne sera pas suivi. Très rapidement, les idées qu'il avait, par exemple, tracer les frontières d'une Arménie au lendemain du génocide des Arméniens et proposer au Congrès que les États-Unis prennent un mandat sur cette future Arménie a été absolument refusé par le Congrès américain qui ne voulait pas s'encombrer d'un problème externe qui n'était pas dans la tradition américaine du « on ne s'intéresse pas » lorsque ce n'est pas totalement indispensable des affaires des Européens. Alors, ce « on ne s'intéresse pas » est incarné, expliquez-vous, par un personnage, Jackson, et vous avez une formule assez rigolote, vous dites « lorsque par malheur, les isolationnistes se décident pour le coup à sortir quand même des frontières, alors ça donne un coup de booster terrible. » C'est exact. Les isolationnistes, lorsqu'ils n'ont pas d'autre choix que d'intervenir, interviennent très fortement. D'ailleurs, c'est dans la culture stratégique américaine, j'entends par culture stratégique leur culture militaire,
lorsque les États-Unis interviennent, ils interviennent en stratégie directe, c'est-à-dire frontale, avec une manifeste supériorité militaire, par la suite technologique et logistique, et ils frappent fort, et leur concept, c'est la victoire totale avec reddition sans condition. C'est ce qui s'est passé pendant la Première Guerre, c'est ce qui s'est passé encore davantage pendant la Seconde. Match nul en Corée. En ce qui concerne le Vietnam, c'est au fond la seule non-victoire américaine. Et lorsque, au lendemain de la guerre du Golfe, je parle de la première, celle qui se solde en mars 1991, lorsqu'elle se termine, c'est le président Bush, le père, qui dit « America is back », ce qui signifie eh bien, le syndrome vietnamien qui a été en partie soigné par Ronald Reagan, maintenant il est terminé. D'ailleurs, il enchaîne en disant « Le nouvel ordre mondial commence » et il avait raison. Et ça peut aller autrement loin également, dans la mesure, par exemple, où vous vous rappelez que Panama a été créé purement et simplement pour satisfaire aux intérêts de la géostratégie américaine. Oui, vous avez parfaitement raison de soulever cet exemple. Panama, d'abord, n'existait pas. Ça faisait partie de la Colombie. Et profitant d'une révolte régionale, les Américains vont se ranger du côté des insurgés, ce qu'ils n'avaient aucune raison particulière de faire, si ce n'est qu'ils avaient dans l'idée qu'on pourrait amputer la Colombie d'une partie septentrionale de son territoire, créer un nouvel État, le Panama, où, pour un siècle, le futur canal serait leur. Gérard Chaliand, les Américains n'ont pas l'intention d'imposer leur modèle. C'est-à-dire qu'ils veulent des amis, mais cela dit, il n'est pas question de reproduire des petits USA un peu partout. Ben, oui et non. Ils ne veulent pas reproduire des USA, mais ils veulent que la démocratie triomphe avec le libre-échange. En fin de compte, qu'est-ce qu'ils ont comme modèle ? Le modèle, c'est démocratie, état de droit et libre-échange. C'est cela leur version de ce que le vulgaire, enfin, ce que les gens appellent le capitalisme, quoi. C'est ça. Et lorsque Fukuyama, au lendemain de l'effondrement de l'Union soviétique, dit c'est la fin de l'histoire, reprenant là un énoncé hegelien qui n'a rien à voir avec la fin de l'histoire au sens que l'histoire s'arrête en 2002. Non, ça n'a rien à voir. Il dit par là que, en fin de compte, l'unique alternative, il n'y en a pas d'autre, c'est la voie indiquée par les Occidentaux et particulièrement par les États-Unis, c'est-à-dire la voie libérale, la voie démocratique, la voie du libre-échange, et non pas supposément un socialisme fondé sur la planification, la négation complète de l'économie de marché, et finalement sur la dictature, mais pas celle du prolétariat, celle de la bureaucratie. Comprenons-nous bien, lorsqu'il s'agit d'un plaidoyer pour le libre-échange, est-ce qu'on doit comprendre que c'est parce que les États-Unis sont convaincus d'y gagner, c'est-à-dire que c'est une vision un peu cynique du libre-échange, ou bien est-ce que c'est parce qu'il y a la conviction profonde que le libre-échange est porteur en soi de vertus de libération, etc. Les deux. Je pense que les États-Unis, enfin d'une façon générale, les penseurs, les économistes américains, la classe politique américaine est intimement convaincue que ce système est plus performant. Je crois que c'est exact. Mais il faut ajouter, dans le libre-échange, lorsqu'il est joué comme nous le jouons, il profite davantage aux forts qu'aux faibles, ce qui d'ailleurs n'a rien pour étonner. Et il est par exemple paradoxal, c'est ce que signalait le prix Nobel d'économie Stiglitz, qui avait été l'un des grands conseillers du Fonds monétaire international. Il signalait qu'il était anormal, nous, de demander le libre-échange et, d'un autre côté, d'interdire l'importation
de produits venant d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique latine, parce qu'ils seraient trop concurrentiels avec les nôtres. Alors on ne peut pas être protectionniste de notre marché et demander aux autres de l'ouvrir. On ne peut pas non plus avoir la réaction pharmaceutique de dire les produits se vendront à ce prix-là parce que c'est nous qui décidons de son prix et que si des Brésiliens ou un autre État du Sud décide de faire ça plus bon marché parce que c'est la seule façon pour sa clientèle de pouvoir en user, il y a levée de bouclier. Donc il y a des intérêts particuliers, comme le signale Steiglitz, qui grippe la machine, c'est-à-dire qu'elle est à double tranchant. Alors, un des intérêts de votre livre, c'est de montrer l'affiliation historique. Montrer qu'au fond, bien sûr, on change, mais pas tant que ça. Et ceci se traduit par ce mot-clé de croisade. Et vous énumérez un certain nombre de présidents qui, au fond, les uns après les autres, ont fait leur croisade. Il y a déjà eu Roosevelt, qui faisait une croisade contre le fascisme et le nazisme. Il y a Truman, qui fait la croisade contre le communisme. Il y a Ronald Reagan qui reprend le flambeau et qui fait la croisade contre l'empire du mal. Il y a George W. Bush qui fait la croisade contre l'axe du mal et d'une façon générale ce qu'il appelle le terrorisme international. Donc effectivement, il y a tout au long de cette histoire américaine des thèmes récurrents, le tout d'ailleurs dans une ambiance de moralisme extrême, de justification absolue, l'Amérique représentant de façon absolument tranchée le bien et l'adversaire l'inverse, c'est comme dans n'importe quel manichéisme. On a là une vision qui parfois, pour des Européens qui sont habitués à davantage de complexité, une vision qui paraît un peu roide. J'aimerais qu'on s'arrête à quelques personnages, parce qu'il y a des paradoxes là-dedans. Par exemple, vous expliquez que Ronald Reagan est dans le prolongement de Carter, parce que d'une certaine manière, lui aussi, les droits de l'homme, il les met en avant, mais en les présentant un peu différemment. Écoutez, les droits de l'homme, c'est sous Carter que ça a été réinventé. Je dis réinventé parce que c'est l'époque où, vers 1975, à la conférence d'Helsinki, avec des gens comme derrière Zbigniew Brzezinski, qui était le conseiller principal du président Carter, il y a une instrumentalisation des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'on voulait en faire ? On voulait en faire un instrument de contre-offensive contre l'idéologie marxiste-léniniste, désigner du doigt des États qui manifestement violaient les libertés individuelles et collectives, les mettre en posture d'accusé, au lieu d'être soi-même sans arrêt accusé d'être le soutien de dictatures sanglantes, l'expression du colonialisme pour ce qui est des Britanniques et des Français, ou d'être les agents d'une exploitation du tiers-monde. Bon. Eh bien, cette instrumentalisation des droits de l'homme a porté des fruits indiscutables, mais naturellement, elle était également avec un double standard. On attaquait essentiellement les dictatures rivales, on ménageait soigneusement les dictatures amies. Le meilleur exemple me paraît être celui de l'Arabie Saoudite, qui pendant des décennies n'a jamais été accusée de violer les droits de l'homme, alors qu'on ne voit pas lequel elle respecte, et qui, pour la première fois, a été accusée de les violer en 2002, parce qu'elle a cessé d'être l'excellent allié qu'elle était jusqu'au 10 septembre 2001. Depuis le lendemain de septembre 2001, c'est un allié plus qu'ambigu, dont on a enfin compris quel était le double visage. Oui, mais enfin, en même temps, est-ce que c'est uniquement cynique ? Est-ce qu'il n'y a quand même pas, surtout je pense à Carter, là, on a l'idée que Carter avait quand même une certaine part de sincérité. Je partage tout à fait votre point de vue. Je pense que Carter était et reste d'ailleurs un honnête homme, profondément convaincu de la justesse de ses vues, qu'il n'a pas du tout utilisé, lui, de façon instrumentale, les droits de l'homme. Simplement, on peut avoir un personnel qui, par la suite, l'utilise de façon beaucoup plus
subtil ou beaucoup plus complexe. Mais je crois totalement dans la sincérité du président Carter, qui d'ailleurs a pris position contre la guerre de l'Irak. Il n'a pas changé, il estime que c'est dans le cadre des Nations Unies qu'il aurait fallu faire une coalition et partir en guerre ou pas. Gérard Chaliand était au micro de Jacques Maurican. Dans un instant, notre second entretien du lundi, en compagnie de Felice Casson, l'homme qui a découvert l'existence en Italie du réseau Gladio. Histoire vivante, cette semaine, retour sur Gladio, une guerre froide des armées secrètes. Quand il commence à enquêter en 1984 sur le réseau Gladio en Italie, Felice Casson est un jeune juge d'une trentaine d'années. Comment fait-il la découverte d'un pareil secret, Felice Casson? Alors, tout d'abord, je me souviens que j'ai commencé à enquêter sur le terrorisme d'extrême droite quand j'avais pratiquement 26 ans. C'est-à-dire en 1980, il y a eu un massacre dans la région de Venise, à la frontière avec la ex-Yougoslavie. Et donc, il y avait eu des morts et surtout, les premiers juges et carabinieri qui avaient fait l'enquête, ils avaient pensé à des responsables d'extrême gauche. Et après à des responsables du monde de l'anarchie, mais il s'agissait de pistes qui étaient complètement fausses. Après, j'ai trouvé les responsables du massacre, et il s'agissait des terroristes d'extrême droite qui avaient des connexions avec les services secrets italiens. En continuant mon investigation, on est arrivé à trouver ces Gladio ou Stay Behind en anglais. C'est pratiquement des services secrets, mais plus que secrets, des services clandestines. Parce qu'il n'y avait personne en Italie au niveau du gouvernement, des chefs d'État de l'armée et des ministres qui connaissaient l'existence de cette organisation clandestine, sauf certaines personnes qui avaient été choisies par les services secrets américains. Il ne s'agissait pas d'une organisation reconnue par le gouvernement italien ou par le président de la République. Il s'agissait seulement d'un rapport très secret entre les services secrets des États-Unis avec les services secrets de l'Italie. Et en continuant mon enquête, on a vu qu'il y avait des organisations du même genre pratiquement dans toute l'Europe. Chez les États qui faisaient partie de l'OTAN et même chez d'autres États qui à l'époque ne faisaient pas partie de l'OTAN, comme par exemple l'Espagne ou le Portugal. Il y avait en plus, je me souviens, d'autres pays qui n'étaient pas européens, comme la Turquie. Et donc, c'était une organisation clandestine des services secrets. Comment et peut-être pourquoi le jeune magistrat croit-il bon, nécessaire, d'approfondir son investigation? Felice Casson. Au
commencement, il y avait eu une déclaration d'un terroriste d'extrême droite, Vincenzo Vinciguerra, qui était un des responsables du massacre dont j'étais parti pour l'enquête. Mais il avait parlé seulement d'une organisation générale, il parlait surtout d'une organisation en connexion avec l'OTAN. Par contre, on n'avait pas trouvé une organisation similaire et plutôt en parlant avec un général du contre-espionnage italien, Gianadelio Maletti, qui se trouvait dans l'Afrique du Sud. J'ai parlé 2 fois avec lui, mais lui, il m'avait dit qu'il y avait une structure clandestine qui n'était pas en connexion avec l'OTAN. En plus, il y a un autre général italien du contre-espionnage, Notar Nicola, qui m'avait parlé de l'existence de cette structure. Et donc, on a cherché des documents chez la police, les carabinieri, mais on n'a rien trouvé. Et par contre, on a trouvé des documents chez les archives des services secrets italiens. Et en particulier, je me souviens que j'ai eu des contacts avec le premier ministre italien de l'époque, qui était Giulio Andreotti. Et en parlant avec lui, je lui ai dit le niveau de mon enquête, où on était arrivé, et surtout qu'on avait trouvé désormais, on avait trouvé cette structure clandestine. Comme ça, il m'a donné pratiquement l'autorisation à continuer à visiter les archives des services secrets et à vérifier l'existence des rapports entre ces structures Gladio avec des terroristes et voir les personnes qui étaient impliquées dans cette structure. Quelles difficultés rencontre-t-on quand on s'attaque à des dossiers frappés du sceau de pareils secrets d'État ? Et le concernant, à quoi ce jeune magistrat de 30 ans va-t-il se trouver confronté ? Des difficultés de l'enquête, aux risques pour sa carrière, sa vie, celle de ses proches, les pièges d'une interprétation trop rapide des archives dans lequel il s'agit de ne pas tomber, quand il ne s'agit pas encore des jalousies de ses confrères ou du service. À qui parler, bref, à quoi va ressembler le quotidien Felice Cassone. Oui, bon, mais on n'y pense pas. Sinon, si on y pense, on change de métier. On fait une autre chose. On peut faire les juges du secteur civil, des divorces, d'autres choses. On change de métier, mais si on fait ce genre d'enquête, on n'y pense pas. Quand on parle de terrorisme, des services secrets, du trafic d'armes international, on n'y pense pas. Au moment où l'affaire Gladio est rendue publique, quelles sont les réactions ? Qui est impliqué dans le réseau ? La mise à jour menace-t-elle politiquement la péninsule ? Et si oui, jusqu'à quel point ? Alors, celui qui réagit de la manière plus forte, plus grave, c'est le président de la République de l'époque, Francesco Cossiga. Il est devenu, on peut le dire maintenant, pratiquement fou. Quand on lui parlait de 2 questions, de Gladio et du massacre, de la mort de l'ex-président de la démocratie chrétienne italienne, Aldo Moro, il perd la tête, et vraiment, littéralement. Et donc, il y a eu des contrastes publics et politiques très très forts avec le président du Conseil des ministres, Andreotti. Et en plus, à l'époque, il y avait la commission parlementaire qui faisait une enquête générale sur le terrorisme d'extrême droite, d'extrême gauche, et surtout sur les motifs pour lesquels on n'avait pas trouvé, et en général, les responsables des massacres des services secrets italiens et du terrorisme d'extrême droite. Et quand je me souviens qu'il s'agissait du sénateur Libero Gualtieri, qui n'était pas un socialiste ou un communiste, mais était un républicain qui était d'accord avec l'OTAN, avec l'impostation des politiques internationales du monde occidental, et donc on était sûrement un extrémiste. Mais quand il a vu les documents qu'on lui donnait de la part du Premier ministre Andreotti, et il réagit
Et d'une manière vraiment très correcte, institutionnelle, il a commencé à enquêter. Et surtout, avec sa commission, il a trouvé beaucoup de documents qui parlaient de la manière d'agir de la structure Gladio, qui n'était pas correspondant au principe de la Constitution italienne et au principe du Code pénal. En 1990, Giulio Andreotti prend la parole au Parlement et révèle l'existence du réseau Gladio. En vieux renard de la politique, le moindre geste d'un pareil personnage reste à étudier. Ne peut-il pas faire autrement? En dit-il suffisamment, mais pas trop? Quelle est la position d'Andreotti? Felice Casson. Bon, je me souviens, mais tout le monde se souvient qu'en 1989, il y avait eu la chute du mur à Berlin, et donc le monde entier était changé, et la politique internationale est changée, et Andreotti arrive dans une situation de politique internationale qui est complètement changée. Ça a changé surtout en Italie, et entre les communistes, les socialistes, la démocratie chrétienne, et en plus, dans ces moments-là, et après, il y a eu la découverte de ma part surtout de la structure. Et c'était une structure qu'au commencement devait servir contre l'éventuelle invasion de la part de la Russie et des pays de l'Est. Et désormais, donc, elle n'avait plus aucune raison d'exister parce que tout était changé. Et donc, c'était une structure dont on commençait à parler. Et un juge comme moi avait trouvé les documents qui parlaient de cette structure. Moi, j'avais déjà envoyé les documents au président de la commission parlementaire, Libero Gualtieri. Donc, le Parlement était complètement informé de ça. Et tous les jours, il y avait des nouvelles à ce propos. Donc, il n'y avait aucun motif de continuer à nier l'existence de cette structure. Par contre, le président de la République de l'époque, Francesco Cossiga, qui disait d'être un des responsables de cette structure, continuait à nier cette existence, et pour quelques mois, quelques années, il a continué à nier cette existence, à dire que ça servait seulement contre les Russes. Et nous avons trouvé, au contraire, les documents, et on a entendu des témoins qui nous ont raconté que la structure au commencement était en effet une structure contre une éventuelle invasion de la Russie. Mais après, c'est transformé, c'est devenu une structure qui combattait les progressistes, les socialistes, les catholiques de gauche, les prêtres, les communistes, et tout le monde qui était à l'opposition du système politique italien. C'est pour ça qu'on parlait d'une structure contre la Constitution, contre les principes de la démocratie italienne. Cette enquête aura-t-elle permis d'empêcher de nouveaux actes violents de se produire en Italie? Felice Casson. Bon, mais la structure a continué jusqu'au moment où le président Andreotti a décidé pratiquement d'annuler la structure, de faire un décret qui disait la structure Gladio Stay Behind maintenant n'existe plus. Et donc jusqu'à ce moment-là, les hommes de la structure continuaient à faire tous ces voyages, à tenir ces contacts. Mais la chose plus dangereuse était qu'il y avait pratiquement dans toute l'Italie, mais surtout au nord, des lieux où les services secrets, et Gladio en particulier, avaient caché des armes, des explosifs, du matériel qui pouvait servir aux terroristes. Et en effet, il y a eu une sentence de la Cour d'assises de Venise, de la Cour d'appel d'assises de Venise, qui a dit qu'une partie de la bombe qui avait détruit la voiture et qui avait été mise par les terroristes d'extrême droite
avait été composé avec les éléments que les services de Gladio avaient cachés. Donc, au moins dans ce cas-là, il y a eu des contacts avec, entre les terroristes et les services secrets de Gladio. Et la chose plus intéressante, plus importante, c'était d'éliminer la possibilité de ces contacts. La réaction en Italie à la déclaration de Giulio Andreotti au Parlement concernant le réseau Gladio est immense, mais elle l'est aussi au niveau européen, car le réseau déborde largement le cadre de la seule péninsule. Gladio est présent largement dans toute l'Europe. Felice Casson. Et je crois que de ce moment-là, les structures n'existaient plus. Mais je pense que tous les services secrets peuvent créer d'autres structures du même type, surtout si on n'a pas un contrôle du gouvernement efficace, un contrôle comme on a en Italie du comité parlementaire qui contrôle les activités des services secrets. Si on pense que l'activité des services secrets soit nécessaire, mais il faut penser que nous, on se trouve dans une démocratie, et donc une démocratie a besoin de contrôler ceux qui ont des pouvoirs énormes, et ceux qui ont la possibilité d'avoir des contacts avec des armes, des explosifs, et qui vivent à la limite, certaines fois, de la loi, je crois qu'ils doivent être toujours plus contrôlés que les autres. Pour rappel, ce réseau Gladio est donc d'abord et avant tout constitué pour une intervention directe en cas d'invasion communiste. Il est également chargé de faire peser sur la gauche et surtout sur l'extrême gauche la totalité des actes terroristes, enlèvements, attentats, etc. Ce que l'on finira par identifier et qualifier, mais plus tard, de stratégie de l'attention. Dans un pays comme l'Italie, certaines injures politiques restent encore pleinement d'actualité. Il n'est pas rare dans les conversations, disons un peu animées, que le terme communiste fasse partie des injures en question. Aussi, monsieur le sénateur Felice Casson, dans quelle mesure ce dossier Gladio est-il pleinement enterré? Non, mais le panorama est complètement changé. On se trouve dans une autre histoire désormais et on vit une politique tout à fait différente. Et en plus, l'arrivée de M. Berlusconi a changé complètement le panorama de la politique italienne. Et maintenant, on vit dans un monde différent. Et nous, on attend que Berlusconi tombe parce qu'il y a une image du gouvernement italien en Italie, à l'étranger, sûrement négatif. Et on ne peut pas continuer avec cet homme-là. Tout le monde sait ce qu'il a fait. Le problème n'est pas seulement Berlusconi, mais c'est les modèles éthiques, politiques, sociaux qu'il a portés avec lui. Et donc, il faut convaincre les Italiens qu'il faut changer et qu'il faut choisir un modèle social, éthique et politique différent. Si l'histoire a peut-être, sans doute, clos le dossier Gladio, rattaché à la guerre froide, une agence comme la CIA continue, on le sait, d'opérer sur le territoire européen. Nous l'aborderons prochainement dans une thématique consacrée au vol secret de la CIA, mise à jour, entre autres, par Dick Marty. Néanmoins, peut-on établir une passerelle entre ces types d'affaires? L'analyse du sénateur Felice Casson. Non, mais c'est une chose différente. La CIA fera ce qu'elle a toujours fait. Elle agit toujours de la même manière. Elle pense de continuer à dominer dans le monde des services secrets, et surtout de la partie occidentale. Et donc, elle continuera comme ça. Et le problème n'est pas la CIA, les services secrets américains. Le problème, c'est que, par exemple, en Italie, on doit se convaincre de la nécessité de garantir la souveraineté nationale. Et maintenant, jusqu'à ce moment-là, on n'est pas réussi à garantir ça. Quelle aura été la réaction de la rue italienne à la révélation du dossier Gladio? Une dernière réponse de l'ancien magistrat Felice Casson qui a, je vous le rappelle, mis à jour cette affaire en Italie. Il faut distinguer, parce que quand la population est mise à connaissance
de toutes les questions réagit d'une certaine manière. Par contre, si on donne des nouvelles, des informations qui ne sont pas correctes, et donc on ne peut pas réagir d'une manière correcte. Et alors, quand on a donné toutes les informations, les nouvelles, on avait fait connaître les documents qu'on avait trouvés, la population s'est rendue compte qu'il y a eu une période en Italie de quelques dizaines d'années où on n'était pas patron chez nous. La souveraineté italienne était limitée par des questions de politique internationale. Et, d'autre part, tout le monde savait qu'il y avait ces problèmes. Et surtout, on a considéré très grave quand une structure comme Gladio a décidé de traiter des questions qui étaient des questions d'opposition politique et non d'invasion. Et c'est tout à fait différent. Si on peut comprendre qu'il y a des protections, qu'il y a des structures contre une invasion dans certains moments de l'histoire, et par contre faire une bataille et combattre l'opposition politique avec les armes des services clandestins, avec les bombes, avec les explosifs, c'est tout autre chose. Et une démocratie ne peut pas accepter ça. Et je crois que ça, tout le monde l'a compris. Demain, suite de cette évocation, avec un premier épisode intitulé « Mariage avec une ombre », une réalisation de Jean-Philippe Svallen.